messieurs, dames, peut-être le dernier film d'un des plus grands du cinéma, si ce n'est peut-être le plus grand, on ne sait pas. Il y en a beaucoup dans la conversation, évidemment. Beaucoup peuvent s'asseoir à la table de Clint Eastwood et le regarder dans les yeux en lui disant moi aussi, je fais partie des monuments. Ce qui est sûr, c'est que Clint Eastwood peut largement garder sa place au show. Il est un monument, il est même l'un des derniers monuments. Bonjour, messieurs, dames, bonsoir plutôt. Si vous êtes là, en live, en direct, live and direct, comme diraient les jeunes, pour évidemment cette critique. Pour ceux qui regardent directement sur YouTube, on se retrouve donc pour parler de Juré numéro 2, le peut-être dernier film de Clint Eastwood. 1867 ans, hein, on le rappelle, et toujours réalisateur. Un phénomène, évidemment, Monsieur Clint Eastwood, un véritable phénomène. Un des grands monuments du cinéma. Juré numéro 2, donc réalisé par Clint Eastwood, avec, dans les rôles principaux, vous le voyez, Nicholas Hoult, mais aussi Toni Collette, notre bon vieux J. Jonah Jameson, J.K. Simmons, ou encore Kiefer Sutherland, qui a quelques apparitions dans l'œuvre. Un film qui est dans la continuité des autres films qu'il a pu faire. Je trouve que depuis quelques temps, on l'a vu, c'est pour ça que moi, Clint Eastwood, je l'aime énormément. Alors, pour vous donner un petit retracé, évidemment, de mon histoire avec Clint Eastwood, mon père est un fan hardcore de Clint, la légende. Hein, Clint Eastwood, c'est la légende. Au même titre que Sigourney Weaver du côté féminin, je trouve que c'est tellement deux piliers iconiques qui ont été capables en plus de se faire connaître pour telle ou telle saga ou trilogie ou genre, mais qui ensuite sont passés dans d'autres choses et qui ont pu faire énormément de choses diversifiées. La différence que Clint Eastwood, lui, sa carrière de réalisateur est elle aussi monumentale. Clint Eastwood, évidemment, c'est le western, hein, c'est Sergio Leone, la trilogie du dollar, c'est l'inspecteur Harry, puis c'est voilà beaucoup de diversité. Il a fait aussi des films comiques, il a fait des films plus sérieux, il a fait du drame, il a joué dans des films qu'il a réalisés dramatiques, et depuis quelque temps, je trouve qu'il est très bon, il excelle hein, dans les films aussi de société, des drames, des thrillers, des enquêtes, des films de société qui parlent beaucoup de l'humain, où il y a régulièrement des personnages qui sont extrêmement bien travaillés, je trouve. Juré numéro 2 en fait partie. Il n'y a pas un personnage qui n'est pas étudié ou travaillé dans l'ensemble des protagonistes importants de l'œuvre, et c'est quelque chose que j'arrive à remarquer assez rapidement. Pour vous donner une ordre d'idée, par exemple, dans Juré numéro 2, alors pour vous donner l'histoire, déjà, qui elle est écrite par, si je ne dis pas de conneries, et je ne dis pas de conneries, Jonathan Abrams, et il faut remettre aussi les lettres de noblesse au scénariste du film, puisque je trouve le scénario brillant. Quel est le script donc de Juré numéro 2 ? Eh bien, c'est l'histoire de Justin qui se retrouve à être sélectionné pour participer à un jury au sein d'un tribunal. Hein, quelqu'un est condamné pour meurtre, et lui est le juré numéro 2. Le seul tout petit problème, c'est que au moment de l'annonce des faits, c'est-à-dire au moment où on va comprendre, nous spectateurs, de quoi justement l'accusé est accusé, eh bien il va se rendre compte qu'en fait l'accusé n'y est pour rien. Parce que le coupable c'est lui. Et lui il n'en savait rien. Et à partir de ce moment-là, tout va se mettre justement en place. Justin est le véritable coupable, mais il a aussi une vie de famille. Qu'est-ce qu'il va choisir ? Effectivement, protéger sa vie de famille ou subir ce cas de conscience, parce que c'est vrai que c'est un film qui est aussi vraiment entre une grande lettre autour de la justice et aussi des questions de culpabilité, de morale, de conscience. Va-t-il écouter sa conscience et effectivement se dénoncer ? Va-t-il protéger sa famille et donc essayer de passer entre les mailles du filet? Est-ce que les autres jurés ou les avocats vont réussir à percer le mystère? Est-ce que aussi il va tenter lui de défendre, pourquoi pas, corps et âme, l'accusé qui pour le coup est innocent? Vous verrez qu'en plus, c'est vraiment sur des questions de moralité. Là, j'en dévoile pas plus pour éviter les spoils. J'ai vraiment envie que vous y alliez. J'en dévoile pas plus pour éviter les spoils, mais il y a des questions de moralité autour de l'accusé aussi, autour de à qui est la faute, d'où vient la faute, jusqu'à quel point justement on peut se sentir fautif ou responsable de certains actes. C'est un film qui est assez brillant là-dessus et qui propose aux spectateurs de se mettre régulièrement à la place du personnage. Et ça, c'est quelque chose que Clint Eastwood fait à la perfection, notamment quand il est
à la réalisation. Je trouve qu'il a une capacité non seulement à savoir parler de tout. Tu regardes pas Mémoire de nos pères et L'aide d'Iwo-Jima, qui sont de grands films historiques où justement, encore une fois, il se met vachement à la place de l'homme, du peuple, et des deux côtés. Lui, ça ne l'intéresse pas que faire le côté américain, il va aussi faire le côté japonais. Il est très acté sur la réalité. Il y a un sens du réalisme qui est excellent, je trouve, chez Eastwood, du moment qu'il est réalisateur. Donc, il va être capable de marier ça, évidemment, sur ces films-là, même qui sont des films historiques. Puis ensuite, sur des films un peu plus dramatiques, moraux, que ce soit sportifs ou autres. Je pense à $1 Million Baby, ou même sur des Mystic River, sur Sully, sur le cas Richard Jewell, etc. Et je parlais justement de quelques procédés que Clint Eastwood sait faire, et notamment au niveau de l'humain et de la manière dont tous les personnages sont toujours extrêmement bien travaillés et structurés. Je trouve que Juré numéro 2 est dans quasiment la même mouvance que le cas Richard Jewell. Pour un point assez simple, effectivement, tous les personnages, leur questionnement moral et même leur personnalité propre est toujours étudiée. Il y a régulièrement des séquences dans Juré numéro 2 qui m'en font penser au cas Richard Jewell. C'est les conversations qu'il y a entre les deux avocats au bar. Régulièrement, au cours de l'enquête, ils vont se retrouver au bar parce que ça reste des collègues, je veux dire, ils travaillent, ils sont en concurrence là, puisque l'une essaye, là aussi il y a des questions morales qui sont très intéressantes, puisque une essaye d'inculper l'accusé et est contre l'accusé, mais elle, elle pense aussi beaucoup à sa carrière. L'inculper, lui, ça veut dire devenir carrément procureur. Et elle est en opposition avec donc son collègue. Les deux s'entendent bien, qui lui est pro bono. Je crois que c'est comme ça qu'on dit pro bono, c'est-à-dire en gros il est commis d'office et puis il a énormément de clients différents, mais il est très pris par cette enquête-là et il est compétent. Et on les retrouve régulièrement au bar, en train de discuter, etc. Et ça m'a beaucoup fait penser au cas Richard Jewell, notamment dans les conversations entre Olivia Wilde et John Hamm, où les deux pouvaient discuter ensemble et où on avait aussi, tout au long de ce qui se passe dans le film, ou Sully notamment, voilà, pareil, hein, parce que c'est beaucoup des films qui, l'air de rien, sont quand même relativement similaires, pour Sully aussi. C'est là qu'on voit qu'il est beaucoup dans l'enquête, le drame, les questionnements moraux. Enfin bon, là, ça fait quelques temps maintenant qu'il prend cette direction-là sur ses films, et je trouve ça très intéressant. Voilà, il ne prend pas la peine d'aller que vers un protagoniste et de résoudre l'enquête. Il va vraiment travailler l'ensemble de ses personnages. Et je trouve ça excellent. Et c'est l'une des choses qui m'a marqué, parmi beaucoup de choses qui m'ont marqué. Évidemment, je voulais commencer par cet aparté. La chose aussi que j'ai envie de discuter, et je fais un gros coucou à mon Yaya, j'ai vu que tu avais trouvé ça très bien, j'en suis très content. Je suis hyper content que tu sois allé le voir aussi, mon Yaya. Je suis content qu'il t'ait plu. Parce que justement, regardez-moi ce monument. Clint Eastwood, 94 ans aujourd'hui, enfin aujourd'hui, pas aujourd'hui exactement, hein, mais 94 ans en ce moment. Euh, Légende vivante, s'il en est, hein, évidemment, du cinéma. Et puis, malheureusement, relativement quand même boycotté pour ce qui sera très probablement son dernier projet. Et ça, pour moi, je trouve ça dramatique. Dans l'industrie cinématographique dans laquelle on est aujourd'hui, voir autant de films médiocres réussir à faire des scores astronomiques quand Juré numéro 2 n'a droit qu'à 50 cinémas aux États-Unis. 50 aux États-Unis. C'est ridicule. Regardez les États-Unis, regardez le nombre de villes qu'il y a, etc. 50 cinémas, c'est ridicule. Je trouve ça aberrant qu'il y ait si peu de distribution pour Juré numéro 2. Je trouve ça aberrant qu'il y ait eu si peu de promotion et qu'on ne donne pas autant de lettres de noblesse à un monument du cinéma comme Clint Eastwood. Heureusement qu'en France, on est un peu plus visionnaire et que ça a l'air d'être plutôt mieux en ce qui concerne les entrées et puis un peu mieux distribué surtout. Hein. Je n'ai pas le total des recettes pour l'instant, mais de ce que vous me disiez dans le chat tout à l'heure et de ce que moi j'ai vu, bon, ça n'a pas l'air de faire un aussi grand flop qu'aux États-Unis. Et puis c'est vrai qu'en France, on est assez clients, hein, nous, des drames de Clint Eastwood, donc c'est toujours un petit événement. Il a l'air de plutôt bien fonctionner, mais c'est assez dramatique sur le reste du monde, sachant qu'il y a eu un budget relativement conséquent. On ne sait même pas, conséquent pour un film de ce genre-là, bien sûr, hein, on n'est pas sur 300 millions de dollars, mais on a des doutes sur sa capacité à rentrer dans ses frais. Il fait partie des films, je le dis à chaque fois, hein, comme Joker 2, comme Megalopolis, comme Furiosa, comme maintenant Juré numéro 2, où je ne comprends pas que ces films ne marchent pas. Je peux comprendre que Clint Eastwood soit un réalisateur
pas à l'ancienne, parce que tous les films qu'il a fait, il les a fait dans l'air de son temps, et c'est génial. Alors, il a les équipes autour de lui, mais il est quand même capable de le faire, et je trouve que c'est assez brillant. Il comprend son époque assez régulièrement dans ses films, et il est capable de se diversifier énormément. J'en ai parlé tout à l'heure sur les films historiques, sur les drames, sur les films d'enquête, etc. Il a été capable de vraiment, sans beaucoup de fausses notes, hein, avec rarement des fausses notes à son actif, il a souvent été capable de tirer son épingle du jeu là-dessus. Je trouve ça hyper triste, moi, qu'aujourd'hui, malheureusement, on donne si peu de crédit à un monument du cinéma comme Clint Eastwood, qui a tant œuvré et qui là, peut-être pour son dernier projet, si ce n'est son dernier projet, se retrouve avec à peine 56 salles de cinéma, ou 50 cinémas, pardon, qui le diffusent aux États-Unis. C'est assez dramatique. C'est assez dramatique, surtout quand on voit la concurrence et la façon dont la concurrence, elle, est capable de faire beaucoup d'entrées. En tout cas, effectivement, comme je vous l'ai dit, le pitch est très alléchant parce qu'il y a un rapport au spectateur qui est exceptionnel. C'est, je pense, la grande force du film, que ce soit dans son scénario, parce qu'effectivement, le scénario est très riche. L'idée de base d'être le juré et en même temps le coupable d'une enquête et de devoir vivre avec ça et de savoir un petit peu comment ça va se passer et de prendre en haleine le spectateur, il faut être capable de le filmer, mais aussi de le scénariser. Je trouve le propos déjà d'une intelligence géniale, parce qu'effectivement, le spectateur est collé à son siège en voulant, lui aussi, prendre partie du film, devenir un petit peu ce 13e juré et voir jusqu'où, en fait, Clint Eastwood et Jonathan Abrams, je crois, je vais vous dire ça, mais il me semble que c'est Jonathan Abrams, Jonathan Abrams va être capable d'emmener le spectateur. On a envie de voir cette enquête résolue, mais en même temps de voir aussi ces dilemmes moraux, ces dilemmes de conscience qui vont se mêler justement à ce scénario et toujours en fait prendre parti. Voilà, il y a une prise à partie directement du spectateur qui est mise au service d'une réalisation elle aussi très intelligente, puisque au fur et à mesure du film, on n'est pas dans une narration qui est linéaire. Il y aura beaucoup, au sein du long métrage, de séquences de flashback qui vont venir nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, etc., sur les raisons de l'inculpation, sur la fameuse nuit où malheureusement cette femme est morte et où justement on a décidé de faire tout trouver son amant, enfin son homme d'ailleurs, puisqu'ils sont en couple, la victime, le coupable idéal. On va retranscrire ça, mais il y a des petits penchants de réalisation qui sont, je trouve, très intéressants, notamment sur le fait que la réal et la direction de la narration se fera au service des versions des faits. C'est-à-dire qu'on va revoir plusieurs fois les mêmes séquences, mais régulièrement avec des dialogues différents, selon la version d'un témoin, selon la version de l'avocate, selon la version du coupable. Et ça fait partie de petits efforts de mise en scène et d'efforts de montage et d'idées aussi narratives que j'ai trouvées vraiment percutantes dans Juré numéro 2 et qui montrent encore une fois que voilà, on est capable de totalement renouveler le genre tout en restant dans un axe évidemment qu'on connaît et de maintenir le spectateur en haleine sur qu'est-ce qui s'est véritablement passé sur pas mal de points, notamment qu'on voit ça notamment par le prisme de ces personnages-là, mais toujours avec le regard de Nicolas Hoult. Et là, effectivement, faut aussi parler de la direction d'acteurs, parce qu'on parle souvent des performances d'acteurs. On parle souvent de performances d'acteurs. Faut pas oublier qu'un réalisateur est un bon réalisateur si c'est aussi un bon directeur d'acteurs. La direction d'un acteur est hyper importante. Et là, Nicolas Hoult, il est impressionnant. Que ce soit dans le choc, que ce soit dans la douleur, la tristesse. Je vous dirai rien pour éviter les spoils, mais il y a aussi beaucoup à prendre en considération vis-à-vis de ce qui se passe avec sa famille et le passé qu'il a avec notamment sa femme et des choses qui leur sont arrivées. Là, je dis rien pour éviter les spoils, évidemment, mais c'est des choses à prendre en compte et qui sont extrêmement intéressantes parce que ça enrichit le jeu de Nicolas Hoult qui oscille toujours entre différentes variations de jeu. Toni Collette est merveilleuse. Ça, c'est l'avocate justement que vous voyez là avec Clint Eastwood. Elle, c'est parfait. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, ils sont habités par leur rôle, etc. Tout à fait crédible. J.K. Simmons joue l'un des jurés, mais est aussi un ancien lieutenant de police
Et c'est vrai qu'il le joue très bien aussi. Enfin, je veux dire, il a vraiment cette gueule-là. La direction d'acteur est très bonne. Le choix des comédiens est très bon aussi. Et alors, petit point de détail, excellente distribution des voix françaises. Il n'y a pas, moi, hein, dans mon cinéma, il y a très très peu de VO. Là, il n'y avait pas de diffusion en VO au moment où j'y suis allé. Au niveau du travail des comédiens qui ont fait le doublage, on en retrouve beaucoup qui sont connus. Hein. Emmanuel Garigeot, on a Thierry Desroses. Enfin, il y en a plusieurs qui sont évidemment connus de tous. La voix française de Rocket dans Les Gardiens de la Galaxie, donc de Bradley Cooper aussi, notamment. Vous me redirez dans le chat le nom de ce comédien qui fait ce doublage-là. Là, je l'ai perdu, j'ai un trou. Mais c'est vrai que la direction de la voix française est aussi très bonne. J'adore ce genre de mise en scène. Ça vient poser la question, quelle est la vérité si ce n'est une histoire de perspective? Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que, Alexis Victor, merci Pritch. La vérité, on l'a. En fait, c'est plus intéressant que ça, Pritch, puisque là, pour le coup, dès le début du film, la vérité, on l'a. Et en fait, on va ressentir le film à un rythme assez lent, mais c'est en même temps très addictif, puisque comme n'importe quelle bonne enquête, bah, tu as envie de découvrir ce qui s'est passé, etc. Et puis là encore plus, non seulement tu sais ce qui s'est passé, mais tu as envie de savoir comment finalement bah, Nicolas Hoult va se faire prendre, ou est-ce qu'il va réussir à échapper aux mailles du filet, ou est-ce que lui, repris de culpabilité, va finir par dire la vérité. Voilà, ça nous tient en haleine sur quelque chose pourtant qu'on sait déjà, et qui est déjà une vérité établie. Donc c'est déjà très fort, mais ce qui est en plus très intéressant au-delà de ce rythme et de la manière de filmer d'Eastwood, c'est que c'est pas la vérité là qui est particulièrement questionnée, c'est la moralité. C'est-à-dire qu'est-ce que finalement la culpabilité et qu'est-ce que la moralité? Qui est véritablement le responsable? Le responsable, et il y a des questions morales qui sont très intéressantes. Le responsable, c'est qui? C'est lui qui l'a percuté alors que il pleuvait tambour battant, vraiment, enfin une pluie de tempête insoutenable où bah, il y avait... ça, c'est pas un spoil, parce qu'encore une fois, ça fait partie de la narration, hein, mais il la percute en voiture, la nana. Et c'est vu dans les bandes annonces, etc. Donc ça, je vous spoil rien, hein, mais en gros, il est responsable justement de sa mort. Mais alors, la pluie est torrentielle, lui est en larmes parce qu'il lui est arrivé quelque chose d'assez terrible, etc. On n'y voit pas à 3 mètres. Elle était complètement bourrée, à moitié en train de tituber comme ça, etc. Tu peux te demander, est-ce que c'est véritablement de sa faute à lui? Parce que là, bah, pour le coup, c'est un accident. Mais c'est un accident, mais le problème, c'est que, là, je vous dirai rien pour éviter les spoils, le personnage de Nicolas Hoult, il a des antécédents qui ne joue pas du tout en sa faveur et qui fait que bah, malheureusement il risquerait la prison à vie. Et oui, c'est pas quelqu'un comme tout le monde. Donc il y a cette considération-là. C'est pas sa faute, mais d'un autre côté, est-ce que c'est quand même lui le responsable de la mort de la nana? Ou est-ce que finalement le responsable c'est son copain qui a refusé de la raccompagner sous une pluie torrentielle alors qu'elle était ivre, etc. parce qu'il s'était engueulé? Il y a aussi une question de culpabilité. On va beaucoup questionner la culpabilité et le cas de conscience de ce personnage-là qui, lui, considère que c'est de sa faute. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que ça pose une question au spectateur. De quel côté vous vous placez? Quel est le taux de culpabilité que vous auriez, oui ou non, été capable de pardonner? Ou quelle est pour vous la culpabilité la plus violente? Quel est pour vous le constat le plus violent? Est-ce que c'est l'amoureux qui, malheureusement, au détour d'une dispute, perd sa femme et doit vivre avec ça pour une broutille, mais finalement qui amène à la cause de sa mort? Est-ce que c'est le responsable direct de sa mort? Est-ce que c'est la faute de cette nana-là qui décide de partir seule? C'est toutes ces questions-là qui sont en fait discutées au détour des dialogues des personnages, au détour de la mise en scène de Clint Eastwood et de ce jeu de dupe finalement, puisque c'est très bien, c'est vraiment très bien scénarisé, puisque toutes les pistes à partir du moment où Nicolas Hoult a compris qu'il était le responsable, parce qu'il n'était pas au courant, pour lui, il avait écrasé un cerf. Parce qu'effectivement, il y avait un panneau cerf juste à côté au moment où il percute un truc. Étant donné qu'il a rien vu, etc., machin, tout ça, bon bah voilà, c'est pas... Enfin, je veux dire, c'est très très compliqué à juger finalement, hein. C'est ça qui fait la richesse du film. Mais c'est vrai que lui l'apprend, et à partir du moment où il l'a appris, bah, il va... essayer tout le temps de déjouer un petit peu les autres jurés, et puis de leur faire comprendre que lui est innocent, aussi parce que bah, lui essaie de défendre quelqu'un qui est innocent, puisqu'il sait qu'il est coupable, sans pour autant pouvoir
pour essayer de protéger sa famille, bah, se donner lui-même. Parce que sinon, effectivement, c'est très probablement prison à vie. Donc il y a beaucoup de cas de conscience, beaucoup d'études là-dessus. Et finalement, c'est intéressant de voir cette espèce d'enquête inversée. C'est-à-dire que là, l'enquête, le résultat n'est pas important, on le sait déjà dès le début, c'est tout ce qu'il y a autour qui est riche. Et c'est ça que je trouve très fort. La mise en scène, à certains moments, m'a rappelé Anatomie d'une chute dans les scènes des différentes versions des faits. Exact, oui, tout à fait, en 2077. Anatomie d'une chute, qui est un excellent film aussi, hein, multiples fois récompensé très très bon en termes de scénario, qui d'ailleurs... Alors moi, je sais pas si tu penses comme moi en 2077, mais dans Anatomie d'une chute, la scène que j'avais préférée, c'était la scène du tribunal, que j'avais trouvée excellente, notamment vis-à-vis des comédiens, etc., des aveux. Enfin, j'avais trouvé cette scène-là extrêmement forte. Et le film démarrait justement en 2077. Je sais pas si là aussi tu me rejoindras là-dessus, mais je trouve qu'Anatomie d'une chute démarrait vraiment après l'intro. Après finalement ce qui s'est passé, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment assez lent et ça démarre au moment où on passe ce cap-là. Là, c'est pareil. Là, le film pose les bases tranquillement, mais c'est par la suite, à partir du moment où on apprend que Nicolas Hoult est coupable, que là, ça démarre véritablement et où il laisse la part belle à ses acteurs. Je voudrais mentionner aussi parce que ça va quand même Mark Mancina. Mark Mancina est à la musique. Je tiens quand même à le parler parce qu'on parle rarement des bandes originales. Mark Mancina est à la musique. Personne n'a quitté la salle, pardon, de cinéma pendant les 2 ou 3 premières minutes du générique. Les noms défilaient, Clint Eastwood, Nicolas Hoult, J.K. Simmons, Kiefer Sutherland. Personne n'a quitté la salle. Je pense que c'est déjà le symbole que le film te retourne, parce que la dernière séquence du film, ça je dirais rien, te laisse pas sur un cliffhanger, mais la dernière séquence du film est un coup de fouet, alors que tu imagines que peut-être la situation a été réglée, que ce soit juridiquement ou émotionnellement. Et il y a un nouvel axe qui vient arriver et appuyer vraiment le spectateur. C'est pour moi la fin parfaite. Pas besoin de mots, c'est une séquence sans dialogue, un regard entre deux protagonistes où on comprend tout. La musique arrive au moment du générique, personne ne part. Ça pipe pas mot, rien, vraiment rien. Et la bande son de Mark Mancina, elle représente, je trouve, toute la culpabilité du personnage. Toute sa douleur, toute sa tristesse, toute sa culpabilité, tout ce cas moral qui l'envahit au fur et à mesure. Il est très lancinant et même par moments me faisait penser je vais vous dire, à Ryuichi Sakamoto, le thème principal de The Revenant. Sur la manière dont c'est fait, c'est-à-dire une note par-ci, un petit temps de silence, une note par-là, un temps de silence, des notes assez graves, et quelque chose qui découle vraiment de la personnalité du personnage, où on sent le poids de la douleur, du remords, de la culpabilité, où on voyait le poids de la tristesse, de la douleur, de la difficulté, dans la musique de la solitude, du désespoir du côté de Ryuichi Sakamoto sur The Revenant. Je trouve qu'il y avait des petites similitudes. Donc shout out, comme dirait mon ami Papy, hein, gros respect sur Mark Mancina qui fait une très très bonne bande son et je trouve que malheureusement on n'en parle jamais assez. On n'en parle pas assez des bandes originales de films, mais là pour le coup c'est vrai je vais pas dire minimaliste, mais elle est juste ce qu'il faut. Vraiment juste ce qu'il faut. Elle est pas omniprésente, mais par contre elle marque quand elle est présente. Et c'est vrai que oui, non, c'est une. Pour moi, c'est un film sur le. C'est une démonstration d'un dilemme humain, plus qu'une enquête. Je le vois vraiment comme ça, hein, mais c'est une démonstration de cas de conscience, de cas de morale, de dualité humaine, de dilemme que n'importe quelle personne pourrait se poser. D'ailleurs, des segments qui sont intéressants, parce qu'il n'y a pas de mauvaise personne. On en parle vis-à-vis de celui qui est inculpé, qui a un passif aussi assez particulier, etc., qui parfois peut être considéré comme violent. Pourtant, lui nous dit que non, pas du tout, dans sa version des faits. Et on ne doute pas de l'amour qu'il avait pour cette femme qui est morte, etc. Et on le sait, justement, c'est ça le pire, c'est que nous, on le sait innocent. Et on le voit au fur et à mesure, plus le film avance, plus on le voit d'une manière beaucoup plus affective, émotionnelle. Et il y a un truc que j'ai trouvé très intéressant. Je ne sais pas si c'est fait exprès pour le coup.
C'est notamment au niveau des costumes, etc., ou même dans le jeu de cet acteur-là, donc qui joue celui qui est accusé. Le jeu n'est pas du tout le même quand il est dans le bar, un peu ivre, violent, un peu bourru, etc. Mais même dans la tenue où il est vraiment, je crois, débardeur noir, tatouage, machin, etc. Et il n'est pas du tout le même au moment du tribunal où je le trouve beaucoup plus doux, beaucoup plus émotif, beaucoup plus désabusé, et finalement comme si c'était une autre personne. Alors vous allez me dire, bah évidemment c'est logique, il est au tribunal, il y a du monde en face, il va pas arriver en débardeur, il y a un code vestimentaire, ceci, cela, je suis d'accord. Mais il y a aussi ce côté où lui, en tant qu'acteur, réussit à transmettre quelque chose, je trouve, de complètement différent des segments qu'on voyait avant. Et c'est ça qui est bon dans cette capacité justement à jouer, c'est qu'il le fait là où son personnage, lui, est censé avoir changé. N'oublions pas une chose qui est très importante dans le film, et qui donnera peut-être à Roawin, Preach, à certains d'entre vous, l'envie d'aller voir Juré numéro 2 si c'est pas déjà fait. La plupart des protagonistes sont des protagonistes en rédemption. Et alors là, enfin, le dilemme est tout de suite beaucoup plus riche. Forcément. Le cas de conscience est tout de suite beaucoup plus riche. Que ce soit l'accusé ou Justin, le personnage de Nicolas Hoult, donc le juré numéro 2, le véritable responsable, ce sont deux personnes qui, depuis des années, essaient de se sortir de phases difficiles, qui ont réussi en plus quelque chose d'assez similaire, c'est-à-dire à s'en sortir et à devenir quelqu'un d'un peu mieux par amour, de supprimer leur addiction ou leur violence ou des choses comme ça par amour, et qui sont devenus des gens plutôt bien. Et c'est ça qui est terrible, c'est un film où il n'y a pas de mauvaises personnes. J'ai même envie de vous dire que la personne la plus roublarde, finalement, serait presque, en tout cas, dans la première moitié du film, puisqu'après ça change, l'avocate qui est censée inculper l'accusé, puisque elle pense avant tout à sa carrière. Et alors ça, c'est un truc qu'on a vu un milliard de fois, hein, mais je trouve ça intéressant la manière aussi dont ça juge la justice et la procédure américaine. Puisqu'on le voit plusieurs fois dans le film. Hein. Sur les 12 jurés, il y en a 3 qui prennent leur boulot au sérieux, les autres, ils ont juste envie de rentrer. Parce qu'on le voit dès le départ, et ça c'est vrai, on peut le voir dans des séries comme Ma famille d'abord comique, ou même d'autres films qui en ont parlé, ou même dans la réalité, la plupart du temps, les Américains, quand ils sont proposés pour faire jurer, et quand ils font jurer, ils n'ont pas envie. Parce qu'en fait, ça leur prend du temps qu'ils n'ont pas, etc. Ils savent que ça peut être des délibérations hyper longues et ça les saoule. Ils ont juste une envie, c'est de rentrer chez eux, etc. Et ça, on le voit très bien. C'est-à-dire qu'au début, c'est allez, vas-y, on le met coupable, on l'a désigné coupable, et comme ça, on sent tout de suite plus rentrer. Moi, j'ai mes 3 gamins, j'ai mes trucs, j'ai mon taekwondo, j'ai mon JJB. Non, non, c'est bon, allez, vas-y, ta mère, on n'a pas que ça à foutre. Et ça, c'est très révélateur aussi de la justice américaine. C'est-à-dire que on a l'avocat, on a plusieurs représentations de la justice. On va avoir l'avocate qui pense à sa carrière, le commis d'office qui va se battre pour des tas de clients et qui lui croit en la vérité. On va avoir la juge carrée, droite, etc. et qui laisse même certaines libertés aux jurés pour l'enquête. On va avoir les jurés qui prennent le tout au sérieux et puis d'autres qui veulent juste rentrer chez eux parce qu'ils en ont marre. Et ça montre tous les visages en fait de ce qu'est véritablement la justice aux États-Unis, des pour et des contre de la justice aux États-Unis, des qualités, des défauts de ce système juridique, où on voit d'ailleurs au début bah, les fondations hein, qui font qu'on arrive à être juré, c'est-à-dire ne pas connaître évidemment l'accusé ou des gens qui pourraient faire partie du procès, puis bah, on leur pose différentes questions pour voir si moralement ils seraient capables d'être jurés relativement objectifs. Donc ça montre un petit peu les bases aussi de ce qu'est la justice américaine, tout en gardant bon, voilà, des phases très, pour moi, très puritaines américaines, pas dans le mauvais sens, mais il y a un plan, moi, qui m'a marqué, c'est au moment où l'avocate, qui normalement est censée inculper quelqu'un qui est innocent, commence de plus en plus à se rendre compte que cette personne-là est innocente, la sanction tombe, et en fait, il y a le plan sur son visage désabusé, et ensuite un gros plan sur In God We Trust. Vous savez, le signe avec la balance, là, etc., le logo juridique avec marqué In God We Trust. C'est très, très républicain, très puritain, très Dieu, etc. Voilà, c'est le cas de conscience, la moralité, le côté... on est jugé carrément devant Dieu, on a mis notre main, etc. On a mis notre main droite, on a dit je le jure devant le... Bon, c'est très Eastwood,
c'est très Eastwood au final. Mais ça montre encore une fois ce système américain. Victoire de Donald Trump. Voilà, on est en période d'élection. La victoire de Donald Trump montre aussi que beaucoup d'Américains, moi je dis ça de manière objective, c'est-à-dire je ne prends absolument pas parti entre Trump, Kamala Harris ou d'autres, c'est juste que la politique et la culture américaine m'intéressent. On a depuis quelques temps maintenant une volonté de ce retour à cette Amérique plus puritaine, plus républicaine, euh, plus indépendante, je vais dire, dans le sens où on veut le retour d'une Amérique forte avec des valeurs ancrées sur l'envie d'être présent pour les Américains et que les Américains. C'est-à-dire le reste de la planète, c'est pas grave, c'est les Américains, les États-Unis, le pays, la patrie, les patriotes avant tout. Et je suis pas étonné en fait que les Américains et les États-Unis en 2024 aujourd'hui reparlent de thématiques comme ça, et puis que sur un film comme ça, sur Juré numéro 2, on ait des plans sur In God We Trust, etc. Avec ça fait partie aussi évidemment de tout ce qui est le, le peut-être pas le côté conservateur, comme dit Roawin. Enfin, je suis d'accord avec toi, Roawin, mais c'est que je cherchais un autre mot. Peut-être pas le côté conservateur, mais le côté très aussi religieux, très, on va dire, spirituel, et puis très porté, oui, sur leur pays, leurs valeurs, etc. Américaines. Avec ce plan-là, moi, m'a marqué. Voilà, c'est juste pour vous dire, ce plan-là m'a marqué, parce que d'un point de vue juridique, et puis quand tu connais les Américains et leur système et comment ça marche, etc., voir le In God We Trust pour retracer un petit peu le côté de ce personnage qui se pose des questions, qui culpabilise de voir que l'enquête avance pas comme elle voudrait, ou en tout cas, non pas qu'elle culpabilise, mais qu'elle commence à se poser de vraies questions sur est-il innocent ou non, là où au début du film, elle le voyait coupable, désigné, etc. Puis il y a la culpabilité de se dire, merde, est-ce que finalement je l'ai envoyé dans le couloir, pas de la mort, mais dans le couloir de la prison à vie, simplement moi pour embellir ma carrière et devenir procureur. Il n'y en a aucun finalement qui est blanc, bonnet dans l'histoire. Il n'y a aucune c'est le tout sauf monolithique, c'est-à-dire il n'y en a pas un qui n'a pas, si ce n'est un truc à cacher, des petits vices de forme. Et c'est ça qui rend le film extrêmement intéressant. Je trouve que c'est ça qui rend le film vraiment bon, intéressant et riche d'un grand questionnement sur la culpabilité, la morale et la justice aussi. Quel est le sens de la justice? Voilà. Est-ce qu'on peut citer Daredevil? La justice est aveugle. C'est bien de citer Daredevil de temps en temps. En plus, c'est le Daredevil avec Matt Murdock, campé par Ben Affleck, le grand Daredevil. Mais là, c'est vrai que quelque part, où est la justice? Envoyer un homme en prison qui est innocent, euh, condamner quelqu'un pour un homicide aggravé, délit de fuite, etc., alors que techniquement il était presque pas en tort vu les circonstances, mais qu'il a un passif tellement lourd que malheureusement ce serait tout de suite prison à vie sans passer par la case départ. Est-ce que c'est condamner celui qui a laissé sa femme de côté parce que c'est aussi lui qui était responsable de la dispute et qui n'est pas allé la chercher au moment où il le fallait alors qu'elle titubait sur une route dangereuse sous la pluie. Enfin, on se pose énormément de questions. C'est un film qui se pose beaucoup de questions sur l'humain et on sort pas du film de la même manière. C'est c'est la grande force, encore une fois, je le redis, hein, mais c'est la force de Clint Eastwood. Je pense que Clint Eastwood, dans la plupart de ses longs métrages, on ne ressort pas de la même manière à chaque fois. Beaucoup de gens qui ont vu Grand Torino m'ont souvent dit, putain, Grand Torino, je l'ai vu, souvent repensé, après l'avoir vu. Beaucoup repensé sur le propos, etc. C'était un film qui m'a marqué. Grand Torino, je l'ai souvent entendu. Je l'ai souvent entendu, je l'ai entendu aussi sur le cas Richard Jewell. Moi, j'ai trouvé, enfin, le cas Richard Jewell, moi, c'est un film qui m'a marqué, que j'ai vraiment trouvé très bon. Mystic River, Million Dollar Baby, des films comme ça. Sully, dans une moindre mesure, même si Sully, c'est basé d'une histoire vraie, je crois, donc du coup, c'est encore autre chose. C'est moins empathique et moins destiné au spectateur, je trouve. Là, on est sur des gens normaux. Il y a des phrases qui le disent à la fin du film d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que là, en gros, c'est une histoire où il n'y a pas de méchants. Il n'y a que des gens bien, normaux, quelconques.
Et finalement, c'est là que la justice est terrible à rendre. Surtout quand ça considère des gens qui n'étaient pas du tout destinés à ça. Prenez un exemple simple. Alors, et encore. Parce que vous verrez que c'est malheureusement pour Nicolas Hoult, je le trouve encore moins responsable dans le sens où j'en dirai pas plus pour pas spoil parce que ça fait partie justement des arcs des arcs narratifs et des axes qui font aussi sa rédemption et ce contre quoi il luttait avant. Nicolas Hoult est moins responsable là de la mort malheureusement par accident d'une victime que l'était Christian Bale dans Les Brasiers de la colère. Parce que me semble-t-il que Christian Bale, dans Les Brasiers de la colère, il avait bu au moment où il percute une voiture et qu'il est responsable de la mort d'une ou deux personnes. Il me semble qu'il avait pas mal picolé, c'est pour ça qu'il fait de la tôle, etc., et qu'il ressort après. Lui, il peut ressortir parce que pour le coup, lui n'a pas d'antécédent avant. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est un peu le même constat que j'ai fait entre Juré numéro 2 et Les Brasiers de la colère. On parle de gens normaux à qui il arrive des choses, un événement particulier qui font qu'ils sont plus les mêmes après et qui vont les emmener dans des chemins où on va questionner leur morale. Christian Bale dans Les Brasiers de la colère, évidemment les deux films n'ont rien à voir, mais il est plus le même après et il va y avoir la mort de son frère et lui il va se poser des questions sur la morale aussi, etc. Est-ce que voilà, laisser place à la colère, la vengeance, tuer une personne comme ça de sang-froid alors que Woody Harrelson était fait et que la police venait juste d'arriver, est-ce que c'était quelque chose à faire ou non? C'est aussi des questions morales. Et le dernier plan sur Les Brasiers de la colère avec Pearl Jam et puis Chris, avec des frissons à en parler, c'est quel film? Les Brasiers de la colère. Mais là où justement Christian Bale est à la table, le dernier plan du film, on peut voir ce plan comme un plan qui va questionner sa culpabilité, sa moralité, sa conscience, etc. Il y a des choses qui sont très intéressantes. Les deux films sont largement différents, mais c'était pour voir si vous arriviez à voir un petit peu les petites similitudes que j'arrivais à voir, notamment sur aussi des questions d'homicide involontaire. Plus grave dans Les Brasiers de la colère, je trouve, enfin, plus à l'encontre de Christian Bale dans Les Brasiers de la colère que plutôt que Nicolas Hoult dans ce film-là, cependant. Là où pourtant Nicolas Hoult risque beaucoup plus cher. Preuve aussi là de la justice américaine et puis des problèmes de justice américaine. Hein. C'est-à-dire que si t'as fauté il y a 4 ans, c'est ta parole contre la nôtre, il faut te croire sur parole. Et en fait, on ne croira pas parce que là, on a l'alibi parfait, t'es le coupable idéal. Donc du coup, on va te balancer, te bazarder comme ça parce que de toute façon, voilà, t'as fauté une fois, t'as fauté toujours. Les limites aussi les limites aussi de la justice. Est-ce que vous avez des questions sur le film? La réalisation est bonne, hein. C'est vrai qu'on parle, j'en ai beaucoup parlé, mais la réalisation est assez sobre, mais très efficace. On insiste beaucoup sur les regards, les visages, la peur, les émotions des personnages. Je trouve que là, Clint Eastwood met vraiment sa caméra au service des protagonistes. Ce qu'il fait très souvent. Ce qu'il fait très souvent dans ses films. Il est très régulièrement au service de ses comédiens. Et la caméra laisse la part belle aux comédiens. Il y a des plans. Note-moi, c'est le montage. Comme je le disais tout à l'heure. Le montage, le souci de la mise en scène, moi qui m'intéresse notamment dans le montage et dans la manière dont il va alterner certaines séquences. Mais la réalisation est vraiment au service des comédiens. Et les comédiens sont excellents. Donc. Est-ce que vous avez des questions sur le film? Des points sur lesquels vous auriez aimé que je revienne? Alors je reprends une petite lampée de thé. En vous rappelant que les Denver Nuggets jouent ce soir et qu'à mon avis, on va se prendre une méga branlée. Les décors du film, question à la con, mais est-ce qu'on est sur un huis clos ou est-ce qu'on sort du tribunal une fois le procès commencé? Non, c'est pas un huis clos. C'est-à-dire que les séquences du tribunal peuvent être assez longues, mais non, on sort régulièrement du tribunal pour notamment revenir sur les scènes de crime, etc. Et c'est, je crois, tourné en Géorgie, puisque de toute façon, là, le film se passe en Géorgie. Vous dire si le film a été tourné en Géorgie, je ne sais pas, mais en tout cas, les décors boisés, luxuriants, comme ça, etc., font beaucoup penser à la Géorgie, donc ça m'étonnerait pas du tout. Mais non, on est au niveau des décors, on est dans une Amérique comme je l'aime bien, hein, c'est-à-dire
je vais pas dire une petite ville, mais on est dans une Amérique assez profonde, une Amérique vraie, réaliste, loin des Los Angeles, des New York, etc., quoi. Là où justement, on retrouve des jurés, chacun est différent. Ça, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que régulièrement, dans les films de Clint Eastwood, on a toujours des personnages qui viennent de cultures, d'horizons et d'âges totalement différents. On va avoir un mec qu'on suppose être un mec un peu shooté, qui fume de la weed, etc., mais qui est dans le jury. Une petite vieille un petit peu maternelle. Euh, un personnage afro-américain qui prend beaucoup en grippe l'accusé parce que justement lui a vécu des épreuves difficiles avec certains gangs dont l'autre on suppose a fait partie dans sa vie. On a J.K. Simmons, le lieutenant de police qui est venu pour couler des Jules heureux et puis qui là se retrouve mêlé à une enquête qui fait qu'il va reprendre un petit peu de service alors que normalement il n'est pas censé le faire. Voilà, on a toute ethnie, on a tout horizon, on a tous des personnages radicalement différents. On a la première jurée qui limite un petit peu m'as-tu vu et qui considère que c'est presque un jeu. Et Nicolas Hoult qui lui, bah voilà, a des événements importants qui arrivent et qui est voilà, qui se retrouve avec ce dilemme hors norme. Donc c'est bien aussi de pouvoir gérer ça comme ça, je trouve. Je trouve. Enfin voilà, en tout cas, pour ce bon vieux, ce good old Clint Eastwood. Dernier film, ou peut-être dernier film, j'ai pas réussi à trouver. C'est-à-dire que pour un article qui nous dit que c'est son dernier, d'autres disent dernier point d'interrogation, comme si finalement on se disait que Clint Eastwood pourrait peut-être faire des films jusqu'à 102 ans, quoi. C'est-à-dire, encore une fois, immense respect pour toute cette carrière extraordinaire, pour tout ce que ce monsieur a fait, pour comment dire, la, euh, la lignée aussi, hein, Scott Eastwood, la fille de Clint Eastwood, qui est une super actrice aussi, tous ces comédiens, enfin toute cette famille de comédiens aussi qui continuent à assurer le cinéma. Alors évidemment dans des catégories différentes et moindres, mais c'est vrai que je trouve ça assez émouvant forcément de voir un dernier Eastwood, mais surtout triste que on n'ait pas on ne donne pas plus de crédit à un film comme ça et que malheureusement il n'ait pas plus de portée. Je trouve que c'est un film qui mériterait tellement plus de portée, tellement plus de mise en avant, de promotion et qui aurait mérité tellement plus de distribution parce que 94 ans. 94 ans, être capable de pondre un film comme ça à 94 ans, bah, ça montre juste que t'es encore un peu un maestro, quoi. T'es encore un maître en la matière, hein, sans trop de problèmes. T'es encore le GOAT. Donc, euh, donc c'était important pour moi de faire cette critique, qui sera, je sais pas, hein, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je sais pas si cette critique sera beaucoup vue, puisque c'est pas un film porteur, mais pour moi c'est un film important en tout cas à dialoguer et à pas laisser de côté. Surtout à pas laisser de côté. On a peut-être tendance à le laisser de côté, alors que très clairement, il était très bon, hein. C'est pas tous les réals qui vont derrière une caméra à son âge. Non, il y en a peu. Il y a quoi? Il y a Scorsese, enfin, on verra à 94 ans, mais là, même des vieux briscards, hein, Spielberg, Scorsese, Coppola, on en a encore hein, qui font des films assez. Voilà, mais effectivement, lui, c'est encore à part. 94 ans, enfin, je veux dire, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 94 ans. 94 ans, euh, avec une vie comme il a vécu. C'est-à-dire, tu vis pas une vie 94 ans, tranquille, entre guillemets, hein, c'est-à-dire voiture, bureau, dodo, où forcément, t'es, voilà, avec une bonne situation, etc. Clint Eastwood, ça a été des films et des films et des films et des films et des films. Enfin, c'est une vie rondement menée, tu vois, où tu es très régulièrement, pas chez toi, sur les plateaux, faire des trucs. C'est pas évident, quoi. C'est pas évident. Donc, gros respect à Monsieur Clint Eastwood, en espérant que le film marche au mieux dans le reste du monde, histoire qu'il puisse hein, au moins rentrer dans ses frais. Alors, je ne sais pas s'il le fait pour ça, et quand bien même si c'est son dernier, voilà, c'est dommage de finir là-dessus, mais il le faisait peut-être surtout pour lui, parce que c'est un amoureux du cinéma avant tout, et c'est un film destiné aux amoureux du cinéma, mais en tout cas,
En tout cas, oui, c'est vrai que c'est une carrière énorme qui, je pense, aurait mérité un dernier grand coup d'éclat. Au moins, on l'aura vécu. Il restera, je pense, parce que ça fait partie pour moi des films dramatiques dont il a le secret depuis quelques années maintenant et qui font sa richesse. Je vous fais des bisous, messieurs, dames, sur YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitch, en légende, hein, les gars. Voilà, je vous le dis. Non, non. Non, non, je vous le dis. Et pour les autres, on se retrouve samedi pour la matinale, en espérant que la cagnotte pour Hawaï soit ouverte samedi. Ce serait bien, j'aimerais bien qu'elle soit ouverte samedi. On se tient au courant, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Des bisous.